Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Sport en France. Une fois n'est pas coutume, c'est en plateau qu'on se retrouve pour aborder cette première moitié de saison de Jeep Elite. Pendant à peu près une heure, des invités vont se succéder pour discuter de cette première moitié de saison, les aspects sanitaires, les aspects sportifs. Et puis, il y aura nos consultants qui vous donneront leur coup de gueule, leur coup de cœur de ce début de saison. On ne va pas perdre plus de temps, on va les présenter. Vous en avez l'habitude, vous les connaissez, ces deux beaux visages. On va commencer sur celui qui est à droite, Angelo Tsagarakis, le poste 2 de cette émission, le shooter qui m'a donné quelques conseils du côté de Limoges sur ma mécanique de shoot notamment. Est-ce qu'ils ont aidé ces conseils surtout? Ils ont aidé, il faut que je retravaille encore, j'ai encore du travail. Ça va? Il faut toujours du temps, ça va très bien, ravi d'être là et ravi qu'on ait des invités de marque pour notre première émission et puis ravi de rejoindre le collègue. Le collègue, il est à ta gauche, à votre gauche, c'est notre big man, le poste 5 titulaire de cette émission. Comment poste 5, ça, alors déjà ça poste va très 5, bien. C'est votre poste. Oui, alors maintenant, avec le temps, je suis presque poste 6. Hein. mais oui, je pense que c'est le plus important sur le terrain. Donc effectivement, je pourrais vous donner des conseils également. Et on aura le plaisir, comme vous l'avez compris, d'avoir pas mal d'invités tout au long de cette émission. Et le premier d'entre eux, on accueille sur ce plateau Alain Béral, président de la Ligue nationale de basket. Merci Alain d'être venu. Bonjour. On va aborder avec vous tout un tas de questions, plein de questions sur ce début de saison. Peut-être d'abord commencer sur l'aspect sanitaire avec pas mal de choses qu'on a vécues. Un début de saison assez compliqué, du stop and go, des matchs reportés. Est-ce que si on revenait au mois de septembre, vous changeriez certaines choses si on pouvait revenir au mois de septembre? Je dirais franchement qu'on ne se pose pas la question parce qu'en fait, on est obligé de travailler à la semaine quasiment depuis le mois d'août. Et que lorsqu'on a pris des décisions en juin 2020, on n'avait jamais imaginé qu'elles seraient applicables sur la saison suivante parce qu'on avait espoir de pouvoir faire une saison normale. Et sauf qu'elle a été encore quasiment pire que la précédente. Donc revenir dessus par rapport aux décisions qu'on a prises pour quasiment la semaine suivante, non, on n'a pas à revenir dessus et on ne reviendrait pas dessus puisqu'elles ont été prises. Donc, alors je parlais du sanitaire, j'imagine, donc avec un comité qu'on a mis en place, qui est un comité sanitaire avec des virologues et des médecins qu'on a voulu et que j'ai voulu leur donner le statut d'indépendant. Donc ils sont indépendants dans leurs décisions, ils ne sont pas soumis à quelconque élu de la Ligue. Et on nous a reproché d'avoir le protocole le plus strict du sport français. Ok, bon, tant pis, tant mieux, je ne sais pas ce qu'il faut dire, on le verra plus tard, ça. Mais il nous a donc... C'est pas le protocole qui a été gênant, c'est la Covid. On a été obligé de reporter beaucoup trop de matchs. Parce que des clubs ont été donc vraiment touchés, il y en a encore beaucoup qui sont touchés. Mais on ne remet pas en cause le protocole sanitaire, on ne remet pas en cause le comité sanitaire. Et maintenant, on va essayer d'arriver au bout de la saison avec des décisions dont on nous a reproché qu'elles étaient à petits pas. Ça, c'est un commentaire, c'est un qualificatif, on va dire. Mais elles ont été en tout cas faites et surtout votées par plus de 90% des clubs. Et c'est ça que je voulais en fait, c'est ne pas forcer la dose pour des clubs qui sont des entreprises et qui pouvaient être, je sais qu'il y en a 5, on en parlera peut-être, qui sont en danger. Mais il y en avait 36 qui étaient potentiellement en danger au début de saison, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Vous avez compris les critiques qu'on a pu faire sur ce stop and go qu'on a appelé, où il y a eu beaucoup de pauses avec ces assemblées générales qui votaient l'arrêt du championnat pendant une période. Vous avez compris ces critiques quand d'autres championnats en Europe jouaient? Ils jouaient. Je ne vais pas commenter ça. Compris les critiques, ça c'est votre boulot. Donc, nous, on avait une situation devant les yeux, sous le nez, comme on dit. Et par rapport à ces situations-là, on prenait donc des décisions qui étaient pour la semaine suivante, le mois suivant, avec une feuille de route qui n'a pas été d'ailleurs détaillée par les journalistes, mais qui était écrite, qui a toujours été appliquée, qui était d'abord la protection sanitaire des joueurs et des staffs, enfin des équipes en général. Ça, c'était la première chose, mais surtout le fait de pouvoir faire en sorte que la saison prochaine, si possible, il devrait y avoir 36 clubs qui jouent,
ou en tout cas le moins de casse possible. Et la situation qu'on avait sous les yeux à l'époque où on prenait les décisions, c'était pas très évident parce qu'en fait, parce qu'on ne savait pas si le gouvernement allait nous aider, parce qu'il y avait évidemment des promesses, il n'y avait rien d'écrit. Il l'a fait, et donc forcément, au fur et à mesure qu'on avançait, on savait que c'était possible. Et quand je discutais avec les autres ligues, je peux vous dire qu'elles n'étaient pas bien dans leur sabot, parce que je suis paysan, donc je parle de sabot, parce que justement, s'il n'y avait pas eu ces aides-là, et ça aurait été dramatique pour le sport français, pas pour le basket, pour le sport français, et que nous, on a voulu éviter justement d'avoir ça à régler en plus du reste. Voilà. Fred ? Moi, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, alors les critiques, elles sont venues de notre part, évidemment, mais pas que. C'est surtout c'est les clubs qui avaient justement cette inquiétude par rapport à qu'allait-il se passer après. Et ensuite, ma question est, que serait-il passé si ces 3 clubs, que sont les Mets, l'Asvel et Monaco, n'avaient pas dit on joue pour continuer? Est-ce que ça aurait été catastrophique à ce point, ce qu'on imagine, ou est-ce que vous aviez anticipé ce genre de réaction, et que si on n'avait pas joué pendant ce mois et demi, la Ligue aurait pu continuer à exister, tout simplement? Là, vous êtes en train de parler de 3 clubs, moi je parle de 36. C'est pas pareil. Donc je suis d'accord avec ça. Ils ont été très forts dans l'élan qu'ils ont donné, l'exemple qu'ils ont donné. Mais il faut juste comprendre qu'il y a plusieurs modèles économiques dans la Ligue. Le modèle économique des 3 qui sont cités, ça n'a rien à voir avec les modèles économiques des autres. Non, mais bien sûr, parce que moi, je ne suis pas en train de mettre en avant ça et dire que... Mais simplement, effectivement, s'ils n'avaient pas été là sur ce moment-là, et effectivement, leur modèle économique le permettait certainement, je ne critique pas du tout les autres clubs. Ce que je suis en train de dire, c'est que si ces 3 clubs n'avaient pas réussi, quel que soit le modèle économique pratiqué, à faire jouer, est-ce que la Ligue aurait pu continuer à exister, tout simplement? Je pense que c'est très difficile de répondre à la question. Je pense que oui, quand même. Je pense qu'ils nous ont beaucoup aidés. Ils sont engagés. Ils étaient tous les 3 engagés. Ils sont toujours engagés, d'ailleurs, pour la plupart en Coupe d'Europe aussi. Ils ont donc subi 2 fois les conséquences des huis clos. Forcément, ça double la peine, on va dire. Et il faut juste comprendre, il faut que tout le monde comprenne qu'on a débuté la saison, malgré la saison 2020 qui était celle que vous avez, qui est maintenant derrière nous, et qui était mauvaise, on a débuté la saison avec des clubs qui économiquement étaient et qui étaient les meilleures situations économiques des clubs professionnels français, quelles que soient les ligues, et qu'on va la finir avec une situation qu'on a connue il y a 7 ans, c'est-à-dire 7 ans en arrière, on va se retrouver avec 20 millions de cumulés de pertes de situation nette. On n'a pas les moyens d'aller plus loin, quoi. Donc c'était très difficile d'avancer en disant mais vous allez, messieurs, il y en a quelques-uns qui vont crever, entre guillemets, et puis on assume, quoi. Donc ok, il y a eu des décisions qui ont été contestées, il y a des clubs qui ont contesté, mais je vous rappelle quand même que les assemblées générales, il y en a 36 clubs qui votent, et c'était à 90%, donc il faut juste mettre ça en balance, quoi. Il y a ceux qui tiraient, et on les remercie, parce qu'ils ont, au bout du compte, ils nous ont beaucoup aidés pour convaincre les autres qu'il fallait assurer le spectacle, au moins, et le spectacle grâce à vous d'ailleurs, parce que il n'y a pas de public, donc forcément, le spectacle, c'est pour ceux qui regardent la télé aujourd'hui, et qu'il fallait assurer le spectacle et essayer d'y voir plus clair. Beaucoup nous disaient, vous inquiétez pas, de toute façon, on a le temps, en janvier, février, on verra bien, on aura le temps de jouer. Non, une saison, c'est long. Il y a 18 et 18, ça fait beaucoup de rencontres. Une saison, c'est long. Et à un moment donné, j'ai dit, maintenant, on arrête la récréation. Maintenant, il n'y a plus le temps. Donc, si on veut maintenant jouer jusqu'à la fin de la saison, maintenant, il faut décider qu'on joue tous les matchs. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, à 95%, de dire, quoi qu'il arrive, maintenant qu'on connaît la situation économique et qu'on sait qu'elle est gérable avec des pertes, c'est-à-dire assumable, parce que ce n'est pas gérable, et les pertes, c'est toujours une perte. On peut aller jusqu'au bout, et il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, parce que c'est notre mission, malgré tout, c'est notre mission, et c'est la mission des clubs de jouer et d'assumer le spectacle. Il faut quand même reconnaître, et vous êtes tous les 2 basketteurs, que jouer sans public, il manque l'essentiel, quoi. Je veux dire, on est là pour ça, quoi. On va dans une salle, il n'y a pas de public. Il manque, je suis sûr que dans la tête, moi, j'ai pas joué au basket, au rugby il y a longtemps, mais pas au basket. Mais
Il n'y a pas de public, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de relance, il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas de... Non, mais concrètement, on joue pour ça. Hein. Il manque un truc, il manque un truc essentiel, qui fait que d'ailleurs c'est mieux à domicile qu'à l'extérieur, forcément, et encore que, il y en a qui se nourrissent des sifflets de l'extérieur. Mais la mission, c'est de faire du spectacle de basket de haut niveau. Et là, on est frustré parce que économiquement, on ne va pas être bien au bout de la saison. Et en plus, les clubs et les joueurs n'ont pas le support. On le voit quand ils font une action, ils regardent autour d'eux, il n'y a rien. Quoi. Ça manque de repères. Il manque quelque chose, quoi, forcément. Angelo, une réaction ? Oui, moi j'ai une réaction. Il y a des choses qui m'interpellent un petit peu dans la gestion de notre gouvernement. Alors je pense que le président de la Ligue a un peu les points liés par rapport à sa volonté peut-être de ramener du public dans les salles. On voit qu'en NBA, il y a pas mal de salles et de franchises qui permettent, de manière mesurée bien entendu, contrôler le retour du public. Je me dis quand même qu'on pourrait respecter des protocoles sanitaires qui soient suffisamment intelligents et bien pensés pour permettre à au moins un tiers, peut-être moins, même 30%, 25%, peu importe, de capacité, mais de permettre progressivement le public à revenir. Il y a des mesures sanitaires qui sont incompréhensibles. Les gens peuvent s'agglutiner dans les grandes surfaces, en plus avec des couvre-feux qui pressurisent un petit peu les gens à vite faire les choses pour rentrer à la maison et ils se retrouvent tous au même endroit au même moment. On est en région parisienne, on voit comment ça se passe dans les transports parisiens. Donc il y a des choses assez incompréhensible. J'imagine que vous avez les points liés sur certaines décisions. Je ne sais pas si vous avez une autonomie vis-à-vis d'un accueil du public de manière mesurée. Est-ce que c'est totalement interdit par le gouvernement ou est-ce que vous auriez peut-être cette possibilité de le faire si c'était un choix de la Ligue? Ça serait ma première question. Et la deuxième question, c'est quelle est la suite? Alors très clairement, non. On a juste le droit de jouer, même en cas de couvre-feu ou de confinement, à condition de n'accueillir dans la salle que des professionnels joueurs et staff, point. Enfin, médicaux évidemment, tout ce qui est staff. Zéro public. Et surtout pas de VIP, parce que ça c'est le cœur du sujet de l'économie qu'on a construite au basket avec les sponsors, et surtout pas de sponsors. Donc vous imaginez que s'ils ne nous quittent pas, c'est parce qu'ils aiment beaucoup les clubs et la Ligue, puisqu'on a aussi la Ligue. Donc on n'a pas le droit de recevoir du public, c'est clair. On nous a dit en novembre, vous allez voir, en décembre ça va aller mieux, puis après en janvier ça va aller mieux, puis après en février ça va aller mieux, et puis en mars c'est sûr que ça va être réglé, et puis maintenant on nous dit, je pense qu'en septembre il n'y aura rien. Donc non, il n'y aura pas de public, ni 20, ni 10%. Alors on avait imaginé déjà 30, on a fait des propositions, toutes les semaines au téléphone, des propositions à 30%, à 20%, à 50%. On a fait des propositions pour au moins les VIP qui ont payé pour la saison pour pouvoir les accueillir. Donc, on va dire, même s'il y en a 1000 dans une salle de 6000, il y a la place pour Tout à fait. être bien. Tout à fait. Bon, non, c'est non, il y a zéro possibilité. On a dit très clairement, parce qu'on pensait que ça allait se faire, si les restaurants ouvrent, on ne comprendra pas que les VIP ne puissent pas revenir chez nous, puisque c'est quand même... donc, les restaurants, ils n'ouvrent pas. Et comme je suis aussi restaurateur, je sais ce que ça veut dire en termes d'impact. Non, il ne se passera rien d'ici plusieurs semaines et voire plusieurs mois. Probablement pas grand-chose jusqu'à la fin de la saison. C'est paradoxal. Peut-être en juin. C'est pour ça qu'on a imaginé que si on faisait la saison régulière, on pourrait imaginer un Final 8 sur la fin du mois de juin. Ouais. Et les clubs, malgré qu'ils soient, comme quoi ils sont quand même très positifs, impactés par le départ des joueurs internationaux de leurs équipes, et c'est valable pour les deux divisions, pour les tournois préliminaires, ont accepté, en tout cas pour la JP Elite, de faire le Final 8, même s'ils n'ont pas tous les joueurs, parce qu'ils disent il faut absolument qu'on retrouve, on aimerait bien, avant de recommencer en septembre, retrouver le public et leur montrer ce qu'on est capable de faire et qu'on ne les a pas oubliés. D'ailleurs, Alain, le Final 8, c'est confirmé parce qu'on en parle depuis... Le principe est confirmé, sauf qu'il faut finir la saison d'abord. Sinon, ça ne marchera pas. Si la saison régulière va au bout, oui, le Final 8 sera fait. Dans quelles conditions? Où? Quand? On a lancé un appel d'offres il y a 10 jours, avec un cahier des charges, pour pouvoir accueillir les 8 équipes sur une salle, une seule et unique salle. Donc on attend les retours. Il y a eu beaucoup de
candidats, oui, voilà, de mairie et de. On veut savoir qui. On parlait de Monaco au début de la saison, qui se portait contre. Ça ne peut pas être un club de Jeep Elite parce qu'on ne veut pas risquer qu'il y en ait un qui soit à domicile et 7 qui soient à l'extérieur, quoi. Donc ça ne peut être qu'un club qui n'a pas de. Soit un club de Pro B qui a une belle salle, bien sûr, soit un club qui n'a pas de basket, enfin une salle qui n'a pas de basket professionnel, qui puisse nous accueillir. Vous savez, c'est la fédération, par exemple, faisait son qualification pour Bercy de Coupe de France à Trélazé, par exemple. Ce genre-là, avec une salle de plus de 5000 places, pour accueillir évidemment du public, des journalistes et des VIP, fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, qui pourrait nous aider en fin juin à faire le finale. Mais on y tient beaucoup. On parle de médiatisation aussi pour la Ligue, qui clairement est en train de basculer dans une nouvelle ère, avec une diffusion en clair cette saison. On l'a vu avec Sport en France. L'équipe, ce choix aussi de se tourner vers la LNB TV, avec une ouverture sur Internet. Vous êtes satisfait pour l'instant de ce qui est en train de se passer ? On a fait. Vous imaginez que quand on commence une saison comme ça, avec les revenus qui ont baissé tels que vous pouvez l'imaginer, quand on prend des décisions, on prend des risques, forcément. Et effectivement, on a décidé de ne pas accepter les offres qui avaient été faites sur les offres de télécrypté pour justement faire ce que vous savez, c'est-à-dire une partie donc, sur votre chaîne, une autre partie sur la chaîne L'équipe, et surtout de ne jamais lésiner sur le budget qui avait été prévu pour l'OTT de la Ligue et LNB TV. Et donc, on a continué à investir et à mettre en place ces sujets-là. À partir de la semaine dernière, LNB TV maintenant sur les Smart, vous avez vu les Smart. Et donc, la ligne, c'était simple. Tous les matchs qui se jouent sont diffusés et sont commentés. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup d'upgrading là-dessus, c'est-à-dire que les clubs ont maintenant compris, parce que les audiences ont été multipliées par 50. Vous imaginez, quelles que soient les chaînes. Donc, et la Pro B est diffusée. Tous les matchs sont diffusés avec des succès énormes d'audience. Et maintenant, d'ailleurs, France Télévisions s'est rallié avec France 3 sur certains... Bon, etc., etc. Donc, on a décidé ça. C'était très compliqué. On nous a beaucoup reproché, évidemment, parce que c'est plus le même sujet économique, là. Il faut oser le faire. Avec des succès importants. Et l'OTT de la Ligue marche très, très fort. Et pour le coup, même les fans de Limoges nous envoient des messages disant enfin. Il y a une multiplication des productions maison. Enfin, une bonne décision. Alors, notamment Champagne Basket, Le Mans. Ce qui a été fait, c'est que vous savez que les matchs de la Ligue sont diffusés par des caméras fixes. Dans les clubs, on a été équipés et rééquipés, parce qu'on a tout changé dans l'hiver dernier, en fait. Mais malgré tout, les clubs signent des accords avec des TV locales qui font des productions de bonne qualité, qui sont justement ensuite diffusées sur LNB TV et l'OTT, ce qui fait qu'en fait, le niveau monte. Et celui qui aime le basket, eh bien, il a tout ce qu'il veut, puisqu'il a tous les matchs disponible sur les supports en question. Donc, on se félicite de cette décision dans une période très difficile, puisqu'on n'a jamais eu aussi moins de public, mais jamais autant de téléspectateurs et de fans. Donc, Fred, moi, j'ai deux questions par rapport à ça. On parle de fait de montrer, d'avoir plus de visibilité. Vous pouvez nous expliquer un peu Keymotion, parce qu'en fait, moi, je parlais avec Benoît Dujardin, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui fait des productions réalise à Le Mans, au Mans, justement, ouais. Et qui m'expliquait que pour plus cher, oui, mais finalement, sur un budget de 4 millions, ce n'est pas si important que ça. Il pouvait avoir une production qui était bien meilleure. Est-ce que vous en avez parlé au club et vous êtes lié pendant combien de temps à Keymotion? Et ensuite, la deuxième question, qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année? Parce que vous avez une année, vous avez donné les droits, entre guillemets, à deux chaînes. Est-ce que l'année prochaine, vous allez vouloir monnayer ce que vous avez travaillé cette année? Ou est-ce que vous allez vouloir continuer dans cet esprit de libre accès, entre guillemets, aussi? Alors, très bonne question. On a les réponses. Donc, sur Keymotion, c'est le minimum, on va dire, basique pour pouvoir que tous les matchs soient diffusés. Mais on est très friand d'avoir des chaînes locales, justement, qui s'intéressent à nous et on récupère les images et on les diffuse à la place de celles de Keymotion sur les réseaux de la Ligue, vous le savez, etc. Donc, et on est très heureux de constater qu'il y a de plus en plus de chaînes locales qui sont intéressés à produire avec qualité le basket. Voilà. Donc, je pense... Alors,
c'est pas de 100%, hein, mais je pense qu'en majorité, d'ici 18 mois, chacun aura le moyen d'avoir sa chaîne locale, etc. Mais malgré tout, l'équipe qui va monter de National 1, qui sera obligée de s'équiper en Keymotion, la première année ou la deuxième, elle sera déjà diffusée sur tous les canaux de la Ligue. Deuxièmement, pour la diffusion de télévision, on n'a jamais dit qu'on ne voulait plus de chaînes cryptées, mais par contre, maintenant, c'est clair qu'il n'y aura jamais de basket non diffusé sur les chaînes libres. Donc, il y aura toujours du basket sur les chaînes libres. En clair. Donc, chez vous et puis en face chez l'équipe. Donc, plus d'exclusivité, c'est ça que vous êtes en train de dire. Voilà. Donc, il y aura probablement du basket, parce qu'il y a quand même de la demande aujourd'hui, parce que les audiences font que, tiens, c'est intéressant finalement, ça intéresse du monde quand même. Oui, ben oui, on vous l'avait dit, mais bon. Donc, parce que ça fait partie de l'économie des clubs, alors il y aura des tiroirs, vous savez, des spots, 1 ou 2 matchs par semaine, je ne sais pas, et tout le reste sera continué à être diffusé soit par nos supports à nous, soit par, justement, des choix qui seront faits par des chaînes comme la vôtre ou l'équipe. Donc ça, c'est une décision qui est irréversible. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est irréversible. Sur du long terme, Angelo, vous voulez réagir sur les propos? Non, c'est une très bonne nouvelle. Hein. De toute manière, l'accessibilité de nos images et de notre championnat, on l'attendait depuis un long moment. Ça a changé. Hein. Ça a changé, mais tant mieux. De toute manière, tant mieux que la LNB ait rattrapé ce wagon et qu'elle maintenant soit potentiellement en référence dans le milieu des sports collectifs en France. C'est une très bonne chose. Je vous encourage notamment à collaborer de plus en plus avec des organismes comme Momentum Production ou autres qui font un travail exceptionnel. Et je pense que c'est important de le mettre en avant parce que la qualité des images est vraiment supérieure à ce que peut faire Keymotion. Mais par contre, Keymotion je suis d'accord, bien sûr. Mais Keymotion est une très bonne alternative, comme vous l'avez expliqué, pour les clubs. C'est un minimum. Voilà, qui se structure. C'est un minimum. Exactement, qui se structure. Donc voilà, moi, je suis simplement content qu'on en arrive enfin à ce stade. Et puis, plus de basket pour tous. Qui peut se plaindre de ça? Bon, le basket français progresse à ce niveau-là, progresse aussi peut-être dans l'aspect sportif. On a vu l'Asvel cette saison du côté de l'Euroleague, qui a même obtenu sa licence A sur du long terme du côté de l'Euroleague. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ouais. Vous vous en réjouissez au sein de la Ligue? On a toujours dit qu'on supporterait les clubs qui veulent aller en Euroleague. Pas en Eurocup, mais en Euroleague, oui. Parce que c'est Je vous interromps un moment. Vous pensez quand même que l'Eurocoupe peut permettre à un deuxième club français d'être en Euroleague l'année prochaine? Oui. Peu. Je ne sais pas. L'Euroleague est censée assez rapidement être totalement fermée. Donc c'est un leurre. Ça, pour moi, c'est un leurre. Je continue à dire que c'est un leurre. L'Euroleague, c'est une ligue privée. Il y aura très, très rapidement plus du tout de passerelle. Mais ce qu'on voulait, nous, on avait toujours dit que depuis, enfin, c'est une assemblée générale qui a eu lieu donc avec la FIBA il y a 4 ans, je crois. Il y avait pas mal de journalistes. On a toujours dit non, l'Euroleague pour nous, c'est le meilleur championnat européen et de loin. Et donc y être, pour les clubs français, c'est vraiment une fierté, quoi. Donc on aimerait bien en avoir 2 d'ailleurs, très clairement. Et je pense que le basket qu'on produit aujourd'hui mérite qu'il y en ait 2 assez rapidement, parce que si vous regardez le roster de l'Euroleague, je pense qu'il y a la place pour un deuxième club français par rapport, et je ne vais pas citer, par rapport à d'autres clubs. Donc de ce côté-là, on est assez content, oui, et surtout content que l'Asvel fasse le boulot, quoi. Parce que c'est pas facile d'enchaîner ce qu'ils enchaînent. C'est valable pour les Allemands aussi, pour les Espagnols, qui ont à peu près le même niveau de match que les Français. Mais malgré tout, en termes de budget, Tony et son équipe, et Gaëtan, ils ont fait le boulot, quoi. Et puis ils gagnent des matchs. Parce que c'est ça le but quand même, c'est qu'ils ne sont pas en bas là-bas. Il y a eu quelques beaux succès. Ils ont fait quelques beaux succès. Et je pense qu'ils démontrent que le basket français mérite justement par son, vous le disiez tout à l'heure, son explosivité, sa rapidité, etc., à être beaucoup plus diffusé. Je vais juste en avant, pardon. Vous savez, quand on a abandonné les chaînes cryptées, on a dit il y a des choses qu'on va faire des choses non payantes, mais on va aussi garder des droits pour nous avec la fédération, notamment sur l'international, parce que jamais une chaîne cryptée qui avait les droits dans le passé et qui avait la possibilité de le faire n'avait vendu donc des matchs français à l'étranger. On a dit ça, on va le faire nous. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a 7 pays qui nous achètent des matchs. Donc ça veut dire qu'on ne l'avait jamais proposé. Et quand on leur a dit les matchs de la Jeep Elite sont disponibles, il y a un intérêt là dans plusieurs pays européens. Voilà, donc
dernièrement, hier, je crois que c'était la Russie, mais avant, il y avait la Croatie, il y a eu la Pologne, il y a eu des gens, donc l'Europe de l'Est en général, la Serbie, etc. Donc on cède aujourd'hui des droits dans des pays européens, alors que ça n'était jamais arrivé. Pourquoi? Parce que personne ne s'en était jamais occupé, parce que ceux qui avaient les droits s'en occupaient pas. Mais je vous assure que le basket français intéresse, le basket professionnel français intéresse. C'est la culture du sport. En plus, dans les pays de l'Est, on connaît ce fanatisme qui peut exister aussi en Grèce notamment. C'est un championnat tremplin aussi. Bien sûr. Souvent, on voit des jeunes joueurs éclore qui vont aller en NBA ou qui vont aller jouer en Euroleague après. Et c'est vrai que de les voir avant qu'ils aient réussi à éclore, justement, c'est super intéressant pour des vrais fans de basket. C'est sûr. Et puis, il y a autre chose qu'il faut aussi travailler, c'est le budget des clubs en soi. Alors, je sais bien qu'on n'est pas aujourd'hui dans la mouvance, parce que les clubs vont être percutés par l'Europe entière et le monde entier, on va dire, hein, par la Covid. Mais vous avez remarqué que quand les budgets montent, les joueurs français reviennent parce qu'on peut les payer au niveau où ils sont à l'extérieur, et puis ils sont mieux quand même chez nous que là-bas. C'est ce qu'ils nous disent tous. Donc dès l'instant où ils peuvent revenir avec des niveaux de salaire qui sont acceptables, ils préfèrent être là. Et nous, on attend ça avec impatience, parce qu'on veut s'occuper justement de nos athlètes. On a des beaux athlètes, on a des gars qui sont grands, qui sont beaux, qui sont des beaux sportifs, et qui gagnaient à l'extérieur et qui se montraient à l'extérieur, alors que chez nous, ils ont la possibilité maintenant de jouer l'Euroleague et d'autres compétitions, mais surtout de pouvoir être sublimés. Donc, et ça, on s'en occupera. On s'en occupera parce que ça fait partie, ça fait justement partie de la façon dont on veut communiquer le basket aussi au public à travers les joueurs, parce que c'est eux les vedettes. À part ça, donc, je ne vois pas de quoi on peut parler sinon des joueurs, quoi. Le basket français promet un bel avenir. Merci beaucoup Alain Béral d'être passé dans cette émission. On va se reconcentrer plus sur l'aspect terrain. On va se rapprocher du parquet avec 3 focus qu'on vous a concoctés. Et juste avant, un petit cadeau pour Fred qui voulait absolument revoir son action favorite, une action de Briante Weber. Offensif pour l'Orléans Loiret Basket. À voir comment le BCM va réagir après ces stops défensifs au score. Wow, mais il est magique. C'est Briante Magic Weber aujourd'hui. Briante Magic Weber, grosse action pour Fred. Grosse action, j'ai toujours aimé les meneurs. J'ai aimé. Non, en fait, je savais que vous allez choisir des trucs un peu compliqués, des chutes à 3 points ou des gros dunks. Moi, je préférais choisir un mec qui fait un peu des moves, et on aime bien Briante Weber. Allez, place au parquet, justement, c'est la deuxième partie de cette émission. Place au focus. On va s'intéresser pour ce premier focus à la JL Bourg. On va retrouver du côté de Bourg, qui sont en place déjà, messieurs. Du côté de Bourg, Fabrice Paclet, directeur général de la JL Bourg, et également Fred Sarr, directeur sportif du club. Comment ça va, messieurs? Vous m'entendez? Très bien, merci. Ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. D'abord, Fred, pourquoi avoir choisi l'équipe dirigeante de la JL Bourg? Alors, ça fait de nombreuses années qu'on parle de Bourg-en-Bresse en les mettant en exemple, en disant qu'ils font des trucs innovants, qui permettent vraiment au basket de progresser, parce que dans les bureaux, ils font du travail. Parce qu'il y a la partie basket, on parlera peut-être avec Fred tout à l'heure, mais c'est par rapport au bureau, on les met en avant depuis longtemps. Concrètement, la situation est très compliquée actuellement. Et donc, moi, je voulais savoir et échanger un petit peu avec eux pour savoir comment eux, qui sont considérés comme des visionnaires, gèrent cet état de fait de ne pas avoir de public. Une réponse? Oui, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer, effectivement. Merci Fred. Nous, on est comme l'ensemble des clubs, on subit cette difficulté de jouer à huis clos. Mais par contre, on a fait le choix dès le départ de mettre en place un certain nombre d'actions pour garder le lien avec nos partenaires et nos abonnés également. Donc ça s'est échelonné au fur et à mesure du temps et des matchs. Donc par exemple, pour l'Eurocup, on a offert à l'ensemble de nos abonnés qui le souhaitaient la possibilité de prendre en charge, que le club prenne en charge les abonnements télé ou Euroleague TV pour pouvoir suivre les matchs. Pour nos partenaires, on a mis en place des coffee time, des fitness time, des VIP time, enfin, différentes actions pour leur permettre de rester en contact avec le club et avec l'équipe.
Pour l'aspect sportif, messieurs, c'est bien parti pour vous sur cette première moitié de saison quand on fait le bilan. Podium en ce moment en Jeep Elite, une place dans le top 16 d'Eurocoupe. C'est ce qui était attendu en début de saison par rapport à vos ambitions? Oui, parce que c'est une forme de progression qu'on a depuis un petit moment. Et effectivement, on avait à cœur de évoluer au niveau du ranking. Aujourd'hui, on est bien parti. Effectivement, on a eu le bonheur, même si ça a été dans des conditions un peu particulières, de faire une Coupe d'Europe avec malheureusement pas de public qui puisse nous accompagner, mais de sortir de la première phase pour faire un top 16, ce qui n'est pas chose facile quand on est dans une première année européenne. Et puis au niveau du championnat, même si c'est un rythme un peu différent, on sait pourquoi, maintenant on est dans une position confortable de 3e, où on développe un basket qui me semble être intéressant. Maintenant c'est une autre compétition qui va commencer avec ses rythmes effrénés, et on espère avoir la capacité à tenir le rythme soutenu qui va être donné de jouer maintenant. Mais oui, c'est une vraie satisfaction d'être à ce moment-là où on parle, cette position-là. Déjà, ça me fait particulièrement plaisir que la JL Bourg réussisse à ce point. Ça fait plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec Fabrice et Fred que je connais depuis très longtemps, hein, puisque je suis un ancien de la maison de 1, et puis Fred, on a eu de sacrées bagarres à l'époque où j'étais en Pro B, donc il était encore coach à cette époque, donc ça fait vraiment plaisir à titre personnel de les voir à ce niveau. Et puis surtout, c'est un modèle économique vraiment admirable. Fred en a parlé. On sait qu'ils ont leurs partenaires qui sont mis en avant. C'est le club qui a le plus de partenaires de toute la Jeep Elite. Ils ont un fonctionnement qui est vraiment innovant. Ils ont une petite botte secrète qui, j'espère... Qui est président, Julien d'ailleurs. Et puis Julien Desbottes, bien entendu. Julien Desbottes, bien entendu, que j'embrasse. Et moi, la question que j'ai, c'est plus par rapport à l'annonce du nouveau coach, puisqu'il y a eu cette annonce qui s'est faite. Et j'avais une question vis-à-vis du timing de cette annonce, puisque l'équipe est en pleine bourre, pratique un super basket. On connaît coach Savo qui est très bon. Pourquoi ce timing dans cette annonce pour la saison prochaine, puisqu'il reste quand même encore 3 mois de compétition? Ça m'intriguait un petit peu. Petite précision juste avant de répondre, on rappelle que Savo Vucevic, qui est actuellement le coach, finira la saison et s'en ira à la fin de la saison, voilà, avec un nouveau coach pour la saison prochaine à partir de 2021-2022 avec Laurent Leniam, actuel coach de Dijon. Voilà, qui a signé pour 4 ans, je crois, et d'ailleurs félicitations à lui. Mais il nous a semblé qu'il était important dans la passation des pouvoirs, entre guillemets, ou des futurs pouvoirs, de passer une annonce assez rapide pour faire taire d'abord toutes les rumeurs. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une communication qui devait être menée en parallèle avec les gens. On s'était mis d'accord sur un timing et on a voulu le respecter. Alors, généralement, ce qui se passe dans les autres saisons et les saisons, il y a des pourparlers qui sont engagés, il y a plein de choses qui sont laissées en suspens et qui ouvrent des rumeurs. On a voulu mettre un terme rapide à ces rumeurs, se positionner et surtout faire en sorte que chacun des deux parties, c'est-à-dire le club de Dijon et le club de la JL, puisse se concentrer sur cette fin de saison avec les choses bien établies, sans laisser d'espace à des rumeurs. Aujourd'hui, l'état des choses est bien établi et tout le monde va pouvoir se concentrer sur les échéances à venir. Voilà pourquoi on a fait une annonce. Justement, quelles sont pour toi, Fred, les prochaines échéances? Enfin, en tous les cas, qu'est-ce que tu attends de cette fin de saison? Parce que, comme on le disait, hein, pour l'instant, vous êtes sur une saison plutôt très bonne. Alors, top 16, un peu compliqué, on le sait, on ne va pas s'étendre dessus. Mais en tous les cas, première fois, un top 16, bien placé dans le trio de tête, avec en plus cette possibilité de jouer sur un match sec, enfin, sur plusieurs fois un match sec pour éventuellement gagner le titre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête encore? Parce que quand vous prenez McIntyre, par exemple, j'imagine que c'est dans cet esprit-là aussi. En fin de compte... L'objectif pour nous, c'est d'essayer de maintenir la performance générale de l'équipe que l'on a depuis un petit moment et d'essayer de la maintenir le plus longtemps possible dans cette compétition qui va être ardue parce que les rythmes de match rapprochés vont poser des problèmes, je pense. D'abord d'éventuelles blessures et il est plutôt nécessaire aujourd'hui
de renforcer l'effectif. Donc, Cody, l'arrivée de Cody, si on avait pu l'avoir pour le top 16, on était ravis. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer ce joueur-là dans les télés, qui nous permettait réglementairement de le qualifier pour le top 16. Il est important, je crois, de l'avoir aujourd'hui avec nous, de densifier le roster, en tous les cas, parce que la moindre petite blessure peut arriver au cours de cette fin de saison peut handicaper une équipe sur 3 par 4 matchs, ne serait-ce que pour une 14. Alors que, généralement, quand le rythme est classique, ça peut être uniquement 1 ou 2 matchs. Et aujourd'hui, on est parti dans un sprint. C'est un marathon et c'est un sprint à la fois, okay, vu le nombre de matchs qu'il y a à jouer. Et pour nous, on a vraiment l'intention de donner le maximum d'arguments possible, maintenir notre envie et performer. Après, chaque match est compliqué. La saison, elle va être très très lourde, très chargée. On ne sait pas ce qu'on va être en mesure de produire. Et puis, il y a des adversaires. Et les adversaires, il y a de très très bonnes équipes. Et on n'est qu'à 30-35% du championnat. Voilà, notre volonté, en tous les cas, c'est se donner les armes pour être au plus proche de ce qui se fait de mieux en France. Après, si par bonheur on est un peu épargné par les blessures, que l'équipe maintient son rythme, si on peut prendre, on prendra, hein, bien évidemment. Après, sur le play-off, comme tu disais, Fred, la difficulté, c'est le positionnement. Ils sont déterminés aujourd'hui. On est une équipe où il y a 2 joueurs qui sont plutôt majeurs, qui sont Top Club et Danilo Andouzic, qui ont des capacités d'être appelés par les équipes nationales pour le TQO. Et il se trouve que les TQO, les tournois de qualification pour les Jeux Olympiques, les matchs se déroulent à partir du 29 juin. Je doute fort qu'on ait la capacité, si c'est maintenu à cette date-là, en tous les cas pour le Final 8, et si toutefois on y arrive, bien évidemment, de pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'équipe. Mais en tous les cas, on jouera crânement notre chance si on y est en tous les cas. Question pour vous, Fabrice. On le rappelle, hein, la JL Bourg qui est championne de Pro B en 2017. C'est une mutation que vous aviez vue aussi rapide. On est en 2021, l'enchaînement avec une situation plutôt favorable désormais en Jeep Elite. Oui, vous savez, quand on participe à une compétition, l'objectif, c'est toujours d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Pour autant, nous, on a construit le développement du club et le projet du club depuis 2012, step by step. On a franchi des marches. Et depuis l'arrivée de Savo, chaque saison, on a continué à progresser. Et on a une progression assez linéaire entre le sportif et l'extra-sportif. 2 saisons où on termine 9e aux portes des playoffs. Évidemment, un peu de frustration puisque l'objectif, ça aurait été de pouvoir participer à ces playoffs. Et puis la saison dernière où, quand hélas, on a été contraint d'abandonner la fin de saison, on était 5e, donc prêt à disputer ces playoffs. Ça nous a permis de nous qualifier pour l'Eurocup. Une première cette année, la participation en Eurocup. Donc, une fois qu'on a goûté au haut de tableau à l'Eurocup, c'est vrai que nous, on met tout en œuvre pour s'y inscrire dans la durée. Donc, notre objectif, c'est de figurer dans le top 6 cette année et de pouvoir disputer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Une dernière question pour vous, Fred, par rapport à ce nouveau cycle qui vous attend du côté de la saison prochaine avec Laurent Le Niam. Est-ce qu'on peut imaginer aussi un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs, peut-être des départs de vos historiques? Je pense aux 2 Zach Peacock, Zach Wright. Oui, enfin, on va y réfléchir. En tous les cas, le premier recrutement que l'on doit faire pour reconstruire un cycle, il doit se faire chez nous. Donc c'est la première des choses que l'on doit mettre en place. Donc on est en réflexion là-dessus, bien évidemment. Aujourd'hui, par rapport à la structure de l'équipe, même si l'annonce a été faite pour certains, d'après certains, trop tôt, mais en tous les cas, je pense que c'est, en ce qui concerne le coach, je pense que c'était une bonne annonce et dans un bon timing, où chacun va pouvoir se consacrer, comme je disais, à sa saison, et en connaissant tout, voilà, la situation. Je pense que pour nous, aujourd'hui, il est encore un peu tôt
que de parler de la prochaine équipe. Bien évidemment, c'est quelque chose dans lequel, comme on essaye d'avancer un petit peu et d'anticiper, on commence à réfléchir. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le premier recrutement, avant de voir à l'extérieur, ça va se faire chez nous. Donc chaque chose en son temps. Je crois que la priorité aujourd'hui, c'est de recommencer nos matchs de championnat, se lancer. Ça, c'est pour les joueurs. Et pour nous, de travailler en recherche de la meilleure équipe possible pour la construire dès l'année prochaine. Mais il y a encore un peu de temps encore. Merci messieurs de nous avoir accordé ces quelques minutes pour avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne fin de saison à vous du côté de la Gielbourg. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et nous, on va passer à un autre focus, le deuxième. On va s'intéresser à un joueur qui cartonne en ce début de saison. C'est Azeya Cordini du côté de Nanterre. C'est un choix, Angelo Tsagarakis, naturel pour vous? Oui, c'est un choix naturel. Ouais. Il faut dire, Isaiah, il est spectaculaire, mais pas simplement depuis cette année. Il avait déjà passé un vrai palier la saison dernière. Et puis maintenant, son nouveau statut d'international fait que voilà, on est en train de parler de next level en ce qui concerne Isaiah. Et il y a énormément de choses que j'aime dans son jeu. Il y a énormément de choses qu'il faut qu'on mette en avant. Déjà, il a une activité exceptionnelle. C'est peut-être le joueur le plus dynamique qui existe en JP Elite cette saison. Ah, écoutez, Pascal Donadieu, oui. C'est un des joueurs, c'est ce qu'il a dit. Il a dit c'est le joueur que j'ai coaché qui m'a le plus impressionné par rapport à son activité. Ouais, c'est vrai. Et surtout, il est généreux, que ce soit dans ses efforts défensifs, dans sa volonté aussi de prendre les intervalles, de courir, d'attaquer le cercle. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est le leadership qu'il a assis sur cette équipe. Et tout en douceur, c'est-à-dire qu'il ne force rien, il laisse le jeu venir à lui, il est généralement dans un rôle de facilitateur en début de match, parce que forcément, la défense le scoute, la défense est axée sur lui, donc il essaye de mettre ses joueurs en confiance, il fait 3 passes décisives par match alors que c'est un poste 2, 2-3. Ça te fait rêver, ça, hein. On doit chercher dans les archives, je pense que je fais une saison à 3 passes, mais c'est surtout, voilà, la plénitude qu'il a enfin atteint. Je pense que le fait qu'il ait fait un énorme travail de rééducation et de préparation physique pour mettre derrière lui définitivement ses pépins physiques lui permettent enfin de présenter ce visage. Et voilà, et humainement, c'est une crème. Donc Isaiah, pour moi, le coup de cœur est sans débat possible. Dans son leadership, on parlait d'Isaiah qui a été désigné capitaine par Pascal Donadieu avec des stats très intéressantes. On parlait des passes, il y a du rebond aussi, 6 rebonds, 14 points par match. C'est des stats qui font parler en tant que leader d'une équipe et en tant que leader de la JP Elite. Bien sûr, alors un Français, ça fait plaisir. Et effectivement, ouais. Isaiah a tout compris à sa carrière. À un moment, tout le monde a cru qu'il était perdu parce qu'il s'est arrêté pendant très longtemps pour bien se préparer, pour revenir en forme. Là, il est vraiment en forme. Et quand on parle de leader, il a d'abord été leader par l'exemple. C'est-à-dire que ce qu'il montrait sur le terrain, ça permettait à ses collègues de le suivre. Maintenant, il est aussi un peu leader vocal. On voit vraiment l'évolution de son jeu, la confiance qu'il a gagnée en lui-même et en son jeu et en ses partenaires. Il l'a gagné, il l'a mérité sur le terrain. Après, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on le voit encore de très nombreuses années en JP Elite. Mais en tout cas, on aura eu le plaisir de l'avoir vu parce qu'effectivement, c'est un joueur qui est généreux. Et ça fait plaisir à voir. On peut parler du meilleur joueur français en activité en JP Elite pour vous ou il y a des duels? On va pas être d'accord. C'est tranché pour vous, Angelo, ou pas? Alors, tranché, oui et non. On peut dire que c'est peut-être le meilleur extérieur français de JP Elite parce qu'il y a quand même des profils sur le poste intérieur intéressants. Moi, ce que je vais mettre en avant, c'est peut-être aussi le fait que maintenant des grosses cylindrées d'Euroleague s'intéressent à lui. On sait également que c'est un joueur qui a fait la Summer League NBA pour les Brooklyn Nets. Il y a quelques années, j'étais là-bas au moment où il était à Vegas. On a pu échanger justement. Mais toi, tu jouais aux machines à sous, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. J'étais spectateur, j'étais fan dans les gradins, il y avait encore du public. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que potentiellement, il pourrait prendre une courbe similaire à celle de TLC, de Timothée Luwawu-Cabarrot. Exactement, parce qu'il a un profil similaire. C'est ce que j'allais dire, les deux se rapprochent vraiment au terme de profil, fort en termes défenseur. d'activité, fort défenseur qui peut apporter. S'il ne marque pas de points, il est capable justement d'apporter cette défense. Ouais. Et de plus en plus, on le cherche en NBA parce qu'on a des superstars scoreurs. Mais il faut des mecs pour les arrêter. Et je pense qu'Isaiah pourrait être dans ce profil en plus de ses capacités autres. Et l'arrivée aux Bucks d'Axel Toupane est encourageante dans cette idée-là. Donc je pense qu'on a des joueurs français de qualité qui séduisent de par leur qualité athlétique l'outre-Atlantique et qui ont surtout aussi le jeu pour s'imposer en Europe. Et
Si la passerelle pour lui, ce serait de passer en Euroleague dès la saison prochaine dans un gros club, eh bien, j'ai aucun doute qu'il va réussir à la même échelle que ce qu'il faisait à Nanterre. Ah, il a des objectifs très élevés hein, quand on parle avec lui. Champion olympique, champion NBA, c'est ses mots à lui. En général, quand on lui pose la question, c'est quoi son next step pour vous, Fred? Alors, moi, je le vois plus partir directement en NBA. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même besoin de temps, comme on le disait. C'est quelqu'un qui, quand il est sur le terrain, est généreux. On n'a pas le droit d'être généreux en Euroleague, sinon le temps de jeu est réduit comme neige au soleil. Donc, je pense que s'il va en NBA directement, il aura un rôle, effectivement, qui ne sera pas forcément très important, en tout cas pas au début, mais il aura tout de suite sa chance, je pense, par rapport à la défense, etc. Alors que pour l'Euroleague, on a besoin de tout de suite être bon. Si un club de NBA est mis sur lui, on lui laissera le temps. En Euroleague, on n'a pas le temps. Ouais, et puis surtout en NBA, c'est d'être dans le bon contexte. Exactement. Parce que ça peut très bien se passer rapidement. Hein. Axel Toupane arrive, fait une très bonne bulle en G-League, le contrat qui arrive derrière, il va dans une équipe qui en plus se sépare d'extérieur, boum. À Isaiah, s'il est dans une équipe où il y a une grosse compétition sur les lignes arrière, c'est compliqué pour lui de trouver un job. Donc c'est une histoire de trouver le bon contexte, une équipe qui aurait potentiellement besoin de lui et pour lui de faire le taf, mais j'y crois. Toi qui parles beaucoup anglais, right place at the right moment. Right place at the right time, baby. On va parler français avec l'équipe de France il a été récompensé, hein, notamment à ce niveau-là avec plusieurs appels en bleu pour Isaiah Cordini. On va refermer la page du joueur de Nanterre pour aller vers, on parlait d'Euroleague, Lasvel avec son coach, c'est le prochain focus, messieurs. On a choisi un entraîneur, TJ Parker, qui avait un gros défi, mine de rien. Ils sont champions. Mine de rien, c'est gentil. Hein. C'est un gros défi, évidemment. Hein. Non, mais gros défi pour lui. Coach rookie, on va dire, entre guillemets, première expérience en tant que coach principal d'une grosse cylindrée comme Lasvel. La plus grosse. Il remplit sa mission pour l'instant, la plus grosse. Oui, il remplit sa mission. Et puis surtout, on en avait discuté un petit peu sur les antennes de Sport en France. En tout début de saison, puisqu'ils avaient inauguré à Reims, exactement. J'étais vraiment presque à faire un coup de gueule parce qu'on lui tombait beaucoup dessus. On parle surtout de l'aspect politique, du positionnement, voilà, c'est le grand frère qui est le président, donc forcément ça lui donne une opportunité. Oui, ça lui donne une opportunité, mais je pense aussi qu'il faut mettre en avant le fait qu'il ait été un assistant de qualité avec des gros techniciens, des gros coachs. Mitrovic notamment. Et il a fait le job et il a une chance, une opportunité qu'il a su saisir et il faut pousser les gens vers le haut au lieu de les tirer vers le bas, à toujours critiquer ou à assumer le pire ou à souhaiter l'échec. Moi, je voulais qu'il réussisse, je suis content qu'il ait pu fermer quelques bouches et j'espère que ça va aller encore mieux. On rappelle, Fred, au début de saison, c'est un effectif quand même 5 étoiles qui est bâti avec l'arrivée de Mousfal, Norris Cole qui est arrivé en provenance de Monaco. On avait des grosses attentes, ça s'est vérifié plutôt en Euroleague avec de jolis succès. En Jeep Elite, c'est coup-ci, coup-ça, ils sont encore dans un espèce de ventre mou. Est-ce qu'ils se sont vraiment lancés cette saison, Lasvel ? C'est difficile. Est-ce que vraiment la saison régulière de Jeep Elite est importante pour Lasvel ? C'est une bonne question. Moi, je pense que non. Parce que quand on a un effectif comme celui-là, oui, il faut bien figurer, il ne faut pas prendre que des roustes, évidemment. Mais je pense que cette année, c'était surtout l'année pour convaincre l'Euroleague d'avoir la licence. Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'aspect sportif. Ça ne motive pas assez, malheureusement. Non, pas du tout. C'est juste que c'est un effectif qui est long, mais il y a beaucoup de matchs. L'Euroleague, c'est très intense, c'est très difficile à gérer. Première année aussi pour TJ, comme on le disait. Donc, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était possible que ça se passe plus difficilement en Jeep Elite. Mais moi, je n'ai pas d'inquiétude. Ils seront là sur la fin. Ils ont un effectif incroyable. Et je rejoins Angelo, moi je suis super content pour TJ. Parce que la problématique, c'est qu'il a un peu le syndrome de l'enfant de star. Alors, c'est pas l'enfant de son frère, mais c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire qu'on lui remet toute la pression. C'est toute sa faute, etc. C'est pas de sa faute s'il s'appelle Parker, mais ça n'empêche pas qu'il ait beaucoup de qualité comme entraîneur. Il avait un petit problème parce qu'il était assistant avant et passer d'assistant à entraîneur, il faut un peu de temps d'adaptation. Parce que tu lui tapes dans le dos, tu rigoles, tu sors des vannes quand il est assistant. Tu le fais beaucoup moins quand tu es coach. Ouais. Donc, il faut un temps d'adaptation. Il a pris le temps. Ni plus ni moins. Et là, il est en train de montrer des choses et il ferme des bouches et je suis bien content aussi. Ce qui est intéressant, c'est surtout le fait que même si en attaque, il y a eu un petit retard à l'allumage, trouver les bons rôles, distribuer le temps de jeu, il y a un effectif, il y a des nouvelles arrivées, il y a aussi un collectif à trouver. Mais par contre, l'assise défensive de l'équipe, pour moi, était présente dès le début. Et c'est ce qui leur a permis de rester compétitifs. Et maintenant, d'avoir mis les deux ensemble leur a permis surtout d'enchaîner cette série de victoires historiques pour un coach français. Tout à fait. Ne pas être champion dès cette saison, ça serait un échec pour l'équipe de TJ Parker ou pas ? Alors, c'est difficile de répondre, mais je vais te répondre comme un Normand un petit peu. C'est-à-dire que, oui, d'un côté, parce que évidemment Lasvel, effectif XXL, impressionnant, on veut gagner tout de suite, etc. On est en Euroleague, on veut montrer. D'un côté, oui. Et non de l'autre, parce que c'est du travail de longue haleine. C'est pas un sprint.
c'est un marathon. Et ce que veut Tony, c'est faire une décennie, j'allais dire, de titres, etc. Et on ne construit pas comme ça. Donc lui, il veut construire. Puis il y a des belles équipes. Parce qu'il faut aussi respecter les adversaires. Au-delà de l'effectif pléthorique de l'Asvel, il y a la JDA Dijon qui nous pratique un basket de rêve. Il y a la JL Bourg qui est en embuscade avec un effectif costaud et dangereux. Que dire de Monaco? Les Metropolitans. Les Mets. Et à un moment donné, il faut aller le faire en play-off. Hein. Et avec quelques outsiders, on pensera peut-être à Orléans, justement. C'est un de vos coups de cœur. C'est le coup de cœur d'Angelo Tsagarakis. Juste avant de passer à l'interview avec Germain Castano, on a l'honneur de le recevoir. Un petit aperçu de ce que nous a proposé Isaiah Cordinet cette saison. C'est l'action favorite d'Angelo Tsagarakis. On regarde. Février, quelle passe! Il est retombé sur ses pattes. Isaiah Cordinet qui va accélérer. Oh, il a dévoré Abdoulaye Loum. Aïe, 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 aïe. Il a dévoré Abdoulaye Loum. Ouais, c'est clair que c'était une des grosses actions de ce début d'année 2021. L'un des posters de l'année, Fred? Oui, certainement, mais en même temps, Isaiah Cordinet, quoi. Toute l'année, il va en mettre. Du classique contre Dijon, il avait bondi de sa chaise, Angelo Tsagarakis. On va justement passer à la troisième partie de cette émission avec les coups de gueule, les coups de cœur de nos consultants. Et on va commencer avec un coup de cœur, celui d'Angelo Tsagarakis. Germain Castano est avec nous en direct, l'entraîneur d'Orléans. Comment ça va, Germain? Très bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir, merci de nous accorder cet entretien. Il va nous expliquer pourquoi c'est son coup de cœur de la saison, Angelo Tsagarakis. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Hein. Oui. Déjà, il y a une longue amitié que j'entretiens avec Germain depuis ma carrière de joueur. J'ai pu officier sous ses ordres pendant deux années, et 2 belles années. Un peu de difficulté aussi, mais ça a forgé le caractère. Et surtout, je pense que c'est important de mettre en avant les profils qui sont un peu méconnus du grand public. Et Germain est un de ces personnages du basket français qu'on connaît dans les coulisses, mais que le grand public ne connaît peut-être pas. L'OLB, c'est la 13e masse salariale. Ils sont playoffables à l'heure actuelle. Et c'est surtout un jeu attrayant. C'est un jeu que moi, j'affectionne particulièrement. C'est porter vers l'avant, c'est les tirs en première intention, c'est les joueurs qui ont une liberté dans le jeu. Et c'est le jeu qu'affectionne Germain. Donc c'était important pour moi de lui rendre hommage et de lui souhaiter surtout une bonne continuation pour cette saison. Ça vous fait plaisir, Germain, les petits mots de votre ancien joueur? Évidemment, un grand merci. Je suis très flatté. On essaye. C'est vrai qu'on a vécu 2 belles années ensemble. Et de l'entendre tenir ces propos-là, forcément, ça me flatte beaucoup. C'est vrai que c'est un excellent début de saison pour votre club. On le rappelle, demi-finaliste de Coupe de France, 8e actuellement, des victoires notamment à la maison contre des gros, Monaco, contre Dijon également. Vous vous attendiez à vivre un aussi beau début de saison, Germain? Pas vraiment, pour être très honnête, pas vraiment. Maintenant, on était un peu inquiets même après ce gros changement dans le recrutement. Vous savez, on a changé 80% de l'équipe, mais ça s'est pas mal passé dans le recrutement. Et quand je dis que ça s'est pas trop mal passé, surtout dans la complémentarité entre les joueurs. On a réussi à bien hiérarchiser l'arrivée de ces nouveaux joueurs. Et les joueurs vivent bien ensemble. Vous savez, quand ça se passe comme ça commence à se ressentir sur le terrain. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu, le disait Angelo, on est capable de défendre. On a des matchs grâce à la défense. On est très porté sur l'attaque. Je donne assez de liberté. Seconde de position. Et pour l'instant, la question, c'est comment les joueurs ensemble, c'est la priorité. C'est peut-être ça, je pense, qui fait que nos résultats, pour le moment, parce que là, ça ne se passe pas trop mal pour nous. On le rappelle, à l'intersaison, vous aviez perdu 2 joueurs phares de votre effectif, Alilovic et Jefferson. Comment vous aviez réfléchi à la construction de votre équipe pour 2020-2021? Ça a été très difficile, parce que c'est vrai que c'était 2 joueurs importants qu'on avait eu plusieurs années, et le duo était très important. Alors moi, vous savez qu'en tant qu'ancien meneur de jeu, pas avec leur talent, bien sûr, mais c'est un niveau, enfin, c'est un joueur important pour moi, le meneur de jeu. Et cette année, Paris Steel a été une bonne pioche, parce que remplacer Brandon Jefferson, c'était pas si simple. Hein. Mais c'est un autre profil qui est un peu plus complet, mais un peu moins shooter. Voilà, c'était un élément important pour le recrutement. Et ensuite, on a des joueurs, vous savez, complémentaires les uns les autres. C'est compliqué, je ne vais pas rentrer là, mais on est assez content de la complémentarité de l'équipe. Angelo, un petit mot?
Oui, on t'a vu très ému, Germain, dans ta conférence de presse après la magnifique victoire acquise contre Dijon, mais à quel prix? Tu perds désormais 2 autres joueurs très importants de ton effectif actuel. Je parle notamment de Johnson Odom et puis de Ulmer. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu gères ça? Parce qu'on vous a vu aller piocher dans les ressources pour aller gober cette demi-finale de Coupe de France un peu contre toute attente. Est-ce que c'est un peu l'euphorie actuelle? Est-ce que c'est simplement la qualité de ton effectif qui permet d'avoir cette ressource? Ou quelle est un peu la démarche pour remplacer des joueurs qui ne sont pas forcément remplaçables? C'est une période difficile. Alors c'est vrai que j'étais assez ému après le match pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on avait battu une très très belle équipe de Dijon que je respecte énormément. On était assez fiers, surtout avec 2 joueurs en moins. J'étais triste parce que voilà, c'est des grosses blessures et ces garçons-là, voilà, dans ce métier-là, c'est compliqué de subir ça. Ces garçons-là. Maintenant, vous imaginez bien que pour les remplacer, c'est des joueurs et que j'espère que ça ne coupera pas du temps qu'on avait. On fait bien, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant, on n'a pas trouvé de joueurs encore. Voilà, on est à quelques jours. On prépare le prochain match. Puis on n'a pas ces nouveaux joueurs. J'espère que l'élan ne sera pas coupé. Parce qu'il ne faut pas trop tirer sur les joueurs actuels. Hein. Vous savez, on a perdu 2 joueurs. On avait fait une équipe de 9 pros. Nous voilà à 7. L'exploit qu'on allait faire au Mans, c'est un exploit, mais on ne fera pas de week-end. Très très prudent. Fred? Oui, Benjamin, moi j'ai une question. Tu sais que ça va se compliquer, ça va se complexifier en termes de quantité de matchs. Tu parles de ne pas tirer sur les joueurs, ça va être un peu compliqué quand même. Comment tu vois cette fin de saison pour ton équipe? Alors oui, effectivement, tu as des joueurs à retrouver, mais surtout, comment tu la vois en gestion des joueurs, justement? Je suis inquiet, Fred. Tu as raison. Parce qu'on s'était même posé la question de prendre un joueur en plus sans parler de blessure. On s'était posé la question. Et après, on s'est dit, allez, non, on ne va pas essayer de mettre un joueur qui peut perturber le groupe. Et là, nous, voilà 15 jours après, avec 2 joueurs moins. Donc là, on est dans une configuration complètement différente de ce qu'on avait imaginé. Il faut vite qu'on prenne des joueurs. Tu as raison. Et après, on va moins s'entraîner. Moi, ça me dérange un peu parce que j'aime bien quand on s'entraîne plus. Voilà, j'ai besoin de ça, des joueurs ont besoin de ça. Et là, il va falloir gérer un peu plus dans la récupération, dans l'ajustement. Je ne suis pas un grand habitué de ce rythme-là, je vais être très honnête avec toi. Donc, on va essayer de s'adapter, essayer de trouver les bonnes solutions. Mais je le répète, il ne faut pas que ça passe boule de neige dans le mauvais sens. Parce qu'avec les blessés, on tire plus sur 2 joueurs et il ne faut pas qu'on en mette d'autres. Donc, il faudra être... Germain, il y a des urgences, on l'a compris, dans votre effectif. Et il y a peut-être aussi des échéances qui vont arriver, qui vont être peut-être intéressantes. Je ne sais pas à quel point c'était des objectifs de la saison pour vous, mais quand même une demi-finale de Coupe de France, des playoffs peut-être à aller chercher. Ça nourrit des envies au sein du club? Oui, comme on dit, hein, l'appétit vient en mangeant. Alors, je vous avoue que la Coupe de France, ce n'était pas un objectif. Mais quand on bat Monaco chez nous en Coupe de France, derrière, on dit, les gars, on va essayer d'aller chercher une demi quand même. Ça ne va pas être simple, surtout dans la configuration où on va. Et on fait un match courageux. Mais ce n'est surtout pas un objectif. Et puis là, on va à Dijon. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, vous imaginez bien. Aujourd'hui, faut pas qu'on s'emballe. Faut pas qu'on s'enflamme. Nous, aujourd'hui, quand on avait commencé notre saison, on s'était dit, allez, au moins mettre 2 équipes derrière. Et si on en met plus de 2, c'est une bonne chose. Donc, il ne faut pas s'égarer. Parce que 3, 4, 5 défaites d'affilée, ça peut vite arriver. Donc restons, voilà. Si c'est bien aujourd'hui, on est playoffable comme on dit, mais il reste encore beaucoup de matchs. Donc faut pas se prendre pour des autres, continuer à ce qu'on a bien fait jusqu'à présent et on verra comment ça se passe. Mais la route est encore très très longue. Vous savez, c'est pas parce qu'on est bien dans les premiers kilomètres d'un marathon, il reste encore beaucoup de kilomètres. Chaque chose en son temps, on l'a compris. Dernière question avec Angelo. Alors une petite dernière question. Le choix que tu as mentionné un petit peu plus tôt, qui était de ne pas forcément recruter un nouveau joueur et de responsabiliser un joueur issu du centre de formation, dont j'ai oublié le nom, il faudra me pardonner, mais il va avoir une opportunité là, dans les semaines à venir de justifier la confiance que tu as instaurée en lui. Moi, ce n'est pas forcément une question, mais après, je sais que tu es à un match d'avance de Limoges, notamment, et de Gravelines, qui ne sont pas forcément des équipes qui présentent beaucoup de garanties non plus dans le basket qu'ils présentent. On sait qu'ils sont dangereux à domicile, à l'extérieur c'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il y a quand même un coup à faire. Est-ce que, même si tu es inquiet, tu restes confiant par rapport au calendrier à venir?
Mais il faut, parce que moi, mes joueurs, je sens avec l'investissement qu'ils ont donné au match du Mans contre Dijon, j'ai vu dans l'état d'esprit des joueurs, c'est remarquable ce qu'ils ont fait. Et ça, il faut leur rendre. Hein, c'est eux qui sont allés la chercher. Après, tu l'as dit, le petit Neftali, on va lui donner sa chance. Parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'il le mérite aussi. Faut pas seulement parce qu'on n'a pas le choix. Il le mérite tous les jours. Travail. Maintenant, c'est un jeune joueur. C'est pas lui qui va nous porter sur ses épaules. Il faudra le mettre dans les meilleures dispositions qui soient. Lui donner les minutes où il pourra s'exprimer. Il ne faut pas le mettre sous pression, ce garçon. Mais quoi qu'il en soit, il faut aller chercher des nouveaux joueurs. Parce que il faut être ambitieux et on l'est. Mais avec l'équipe qu'on a actuellement, je dis bien, avec ces 2 joueurs en moins, on est beaucoup moins compétitif. Donc, si on arrive à faire de bonnes pioches sur ce qu'on recherche, il faut rester ambitieux et essayer d'aller terminer sur ces équipes que tu as nommées. Sans se prendre pour les autres. Être ambitieux, c'est pas se prendre pour les autres. Hein. C'est qu'on a envie de continuer cette bonne série. Mais il faut faire les ajustements vite, très très vite. On va vous remercier, Germain, d'être passé dans cette émission et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la fin de cette saison. Merci infiniment à vous. C'était un vrai plaisir et à très bientôt, avec grand plaisir. Allez, place au coup de cœur de Fred et il a choisi de l'appeler Merci à 3 clubs français. Oui. On éclaire ça. Enfin, j'ai pas choisi de l'appeler comme ça, j'ai choisi 3 clubs français. Il m'avait dit si on l'appelait comme ça. Allez, appelez-le comme ça. Merci aux 3 clubs français donc. Oui, ben on en a discuté avec Alain Bérat tout à l'heure et il nous a rejoint sur ça. C'est vrai qu'on a eu une problématique à un moment, on ne savait pas comment on allait faire pour jouer. Il y avait des clubs qui refusaient de jouer. Il y a 3 clubs français qui sont sortis en disant voilà, nous on est prêts à assumer pendant 1 mois et demi. Alors plus ça aurait été compliqué. Pendant 1 mois et demi à accueillir chez nous pour continuer à jouer, pour continuer à avoir de la visibilité. Donc ces 3 clubs, on les connaît, hein, c'est Monaco, Asvel, Metz. Donc je voulais les remercier parce que souvent on les a décriés en disant oui, vous partagez pas les mêmes problèmes que nous parce que vous avez de l'argent, etc. J'en ai marre de ça. Ils ont aidé la LNB à continuer, ils ont aidé le basket français à continuer à être diffusé parce qu'on avait besoin d'être diffusé. Tous les autres sports sont diffusés. Ça a été compliqué en termes de visibilité pendant des années. Le basket français, on a de la visibilité. Si on s'arrête comme ça, tout peut s'arrêter. Ça peut être un château de cartes. Ils ont fait l'effort, donc félicitations à eux et merci aussi. La saison, se serait terminée sans eux, Angelo ? Très probablement. Ouais. Le vrai problème, c'est que dans beaucoup de choses dans la vie, c'est une histoire de timing. Donc on se retrouve dans make or break. Est-ce qu'on va concrétiser cette opportunité ? Il y a le basket à la télévision en clair. C'est l'opportunité maintenant de revenir à un ancien temps et avec encore plus de couverture qu'à l'époque. Et là, boum, la Covid une fois de plus et on se dit, ça y est, l'opportunité est ratée. On va mettre la clé sous la porte pour certains clubs. Il y a vraiment de grandes difficultés. Donc, d'avoir pu compter sur ces clubs-là et puis d'avoir surtout tiré dans leur sillage le reste des clubs. Et puis après, ça a créé un effort commun. Et on en est tous reconnaissants, c'est certain. Et puis, il faut tirer un chapeau à tous les clubs, même ceux qui n'ont pas forcément pris cette décision au début, parce que survivre dans un contexte sanitaire qui ferme tous les robinets, c'est vraiment pas évident, donc force à tout le monde. Je le rejoins complètement. C'est vrai qu'il faut quand même tirer un grand coup de chapeau à tous nos dirigeants de club. Ouais. Parce que nous, on a continué à payer nos joueurs, on a continué à essayer de faire des choses. Alors oui, parfois ça a été plus difficile pour certains clubs, évidemment. Mais dans l'ensemble, le basket français est sain, il travaille bien. Et ça aussi, on peut en être fier. Il y a une stabilité financière qu'on nous envie beaucoup à l'étranger, notamment en Grèce où j'ai pu jouer. Tu peux témoigner de l'Espagne, je peux témoigner de la Turquie de par Murat Kozan, un ami qui a joué. À un moment donné, on a une stabilité financière. On sait que potentiellement les salaires peuvent être un petit peu moins grands, surtout vers le haut du panier, parce qu'il n'y a pas énormément de clubs comme l'Asvel. Pour des postes de shooter qui passent pas beaucoup le ballon, par exemple, ça peut être un peu compliqué. Je ne connais pas trop ce genre de profil, mais c'est vrai que on a cette stabilité financière, on a un système social qui permet aussi d'être soutenu en temps de crise. Donc chapeau à tout le monde et courage surtout. C'est ça. Coup de cœur de Fred Weiss pour Monaco, les Mets ou l'Asvel. Mon coup de cœur à moi, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, on s'en fout, on s'en fout. Ils ne veulent pas. Bon, on passe à la suite, les coups de cœur. Non, parce qu'on a beaucoup parlé, on a agité nos drapeaux français pour Isaiah Cordinet. J'ai envie d'agiter les miens pour Jerry Boutsielé et Nicolas Lang du côté de Limoges, un duo qui cartonne. On parle beaucoup d'Isaiah sur sa progression. Elle est immense, la progression de Lang et Boutsielé, qui étaient autour des 10 points sur leur meilleure saison en carrière la saison dernière. Ils ont monté de plus 5 et ils sont autour des 15. Ils ont les 2 meilleurs marqueurs français dans l'effectif, c'est pas rien. Et puis, ils jouent pour les playoffs avec Limoges. Vous en pensez quoi ? Alors, pour Lang, moi, je vais un peu modérer dans le sens où il était sur une très belle saison à Strasbourg, quand il a été renversé par une voiture. Et ça l'avait freiné un peu dans sa progression, ça l'avait stoppé. Mais on connaît ses qualités de shooter, etc. Après, pour Boutsielé, on parlait de meilleurs joueurs français. Ben, moi,
pour moi, il y a vrai combat avec Cordinier parce qu'à l'intérieur, il amène une menace. Il défend, il est dur, il s'est chopé un petit shoot extérieur avec un turnaround magnifique. Puis il shoot à 3 points. Il shoot même s'il ne l'utilise pas trop, pour moi, il travaille. A une qualité. En tout cas, il a une qualité technique. On l'a vu à Beaublanc. Ouais. On l'a vu à Beaublanc, il a une qualité technique qui lui permettrait de pouvoir s'exprimer derrière la ligne à 3 points facilement. Quand tu vois comment il joue contre un Mousfal, qui est quand même une muraille Mousfal, et ben tu dis qu'il a quand même un vrai potentiel. Et j'espère qu'il pourra aller en Europe l'année prochaine pour montrer ses compétences. Et ces deux-là aussi appelés en équipe de France pour la première fois, un petit peu comme le parcours d'Isaiah Cordinier actuellement en équipe de France. On a fait du bien un peu de fraîcheur aussi. Un peu de fraîcheur, de régénérer un petit peu l'effectif et puis de voir de nouvelles têtes et surtout de récompenser certaines carrières, récompenser les progressions de certains joueurs. Nicolas Lang qui a suivi une progression linéaire, il a eu un coup d'arrêt, il est revenu de la plus belle des manières. Boutsielé qui maintenant rajoute sous poudre de technique et de skills le corps qu'il avait déjà depuis quelques années. Et leur coach qui leur fait confiance aussi. Il faut parler aussi de Mehdi Mari qui est un jeune coach et qui pourtant prend le, entre guillemets, c'est ce qu'on a appelé avant un risque, mais en tous les cas qui fait jouer ces deux joueurs français et qui s'appuie énormément sur eux. La Covid aura eu cet effet bénéfique pour le basket français à un moment donné de donner une opportunité à certains joueurs français parce que les arrivées des joueurs étrangers avaient été perturbées. Donc quelque part les effectifs se sont construits d'abord avec une base JFL. On a vu le Portel qui avait sécurisé tout leur JFL avant même de penser à recruter des étrangers. Et je pense que quelque part on devrait peut-être s'inspirer de ça pour continuer, même quand ça reviendra à la normale, responsabiliser les joueurs français, faire confiance aux jeunes et construire là-dessus. Les gars, on a beaucoup rigolé dans cette émission. Angelo, tu vas garder la parole puisqu'on va faire des coups de gueule maintenant. Les coups de gueule sur la première partie de la saison en Jeep Elite. Angelo, vous avez choisi la gestion actuelle de l'élan béarnais. Ça fait mal. Ça fait mal de penser à l'élan béarnais avec un tel visage. Parce qu'en fait, au-delà de la difficulté sportive, ça peut arriver. Il y a des cycles, il y a des fois des mauvaises saisons. On peut faire face à un mauvais recrutement. Et puis la Jeep Elite est un championnat tellement homogène qu'à un moment donné, on peut vite se retrouver dans le panier du haut à essayer de disputer les playoffs ou peut-être d'être en ballottage pour un maintien. Mais là, ce qui se passe me déplaît énormément parce que moins 29 contre Orléans à domicile. Orléans, très belle équipe, peu importe, on est à domicile. Moins 30 contre Bourg, dans la foulée. Moins 21 à Rouen, à domicile. Où est la réaction? Et c'est juste inacceptable. Donc les joueurs ont abandonné. Il n'y a pas la culture du maillot, clairement. Donc ça doit rendre Pierre Saillant particulièrement triste quand on connaît ce qu'il a essayé de construire du côté de l'élan béarnais. Il y a une 3e descente en 20 ans qui se profile pour le club. C'est d'une tristesse absolue. Il y a aussi la gestion administrative dont je voulais parler, ou en tout cas managériale. D'annoncer dans la presse, sans même en avoir intéressé le coach de son licenciement et qu'on le découvre avant le match, c'est exactement... On parle de Laurent Villa. Hein. De Laurent Villa, c'est la boulette managériale quand il est question de préparer un match ou d'essayer de resolidifier un peu le groupe pour essayer de partir à la guerre, surtout quand on connaît l'affect qu'ont certains joueurs, notamment le capitaine Jérémy Leloup avec son coach. Je veux dire, où était la justesse dans ce choix-là? Et puis après, de mentionner potentiellement un rachat du club, sachant que ça peut être une distraction plus qu'autre chose. Je suis plus partisan de sécuriser d'abord les investissements ou les contrats et d'en parler une fois que tout ça est fait. Pour l'instant, c'est simplement des mots qui n'ont aucune valeur tant que ce n'est pas fait. Et ça a distrait le club plus qu'autre chose. Et puis sur le terrain, ce n'est pas à la hauteur de cette envie d'investir. Donc Fred, qu'en penses-tu, mon ami? Alors j'en pense que pour une fois je suis pas d'accord du tout avec toi. Alors dis-moi. Alors déjà parce que pour moi les joueurs c'est des divas et qu'à un moment tu vas sur le terrain, tu joues à fond et peu importe ce qui se passe autour, show must go on. Mais j'ai parlé du terrain. Donc sur le terrain, les mecs pour moi n'ont pas suffisamment soutenu Laurent Villa, ils n'ont pas été derrière lui pour l'aider. Alors j'espère qu'avec Barthécheki il aura la chance d'avoir le groupe plus disponible, j'allais dire. Et après de l'autre côté, ce qui se passe à Pau, c'est ce qui se passe dans une équipe qui est parfois en difficulté. Alors, c'est du côté de la mairie de Pau, ça a repris les rênes, d'accord ? Okay. Donc, concrètement, à l'intérieur de Pau, on ne peut plus rien faire. C'est la mairie de Pau qui a injecté de l'argent, donc qui dirige. Donc, eux, leur souhait, c'est pas de diriger un club, c'est pas leur ambition. Ouais. Donc, c'est normal qu'ils cherchent des investisseurs. Ils en ont absolument, de ce qu'on nous a dit en tous les cas, ils ont trouvé, qui pourraient être de très bons investisseurs. Donc, est-ce qu'on parle est-ce qu'on est confirmé sur les Américains apparemment, ça avance beaucoup. En tous les cas, le maire de Pau a des contacts réguliers pour continuer à entretenir ça. Donc, apparemment ça serait quasiment fait.
Moi, j'ai du mal à taper sur une institution qui fait de son mieux, qui est dans une période compliquée. C'est pas les seuls à être dans une période compliquée. La saison est loin d'être finie. On en discutait tout à l'heure. On est à 30-35% de la saison. Alors oui, ça fait peur sur le papier parce qu'il y a encore un joueur qui vient de se faire couper. On est en train d'en chercher d'autres. On cherche des solutions du côté de Pau. Les dirigeants ont changé et c'est pour l'instant la mairie qui dirige plus qu'autre chose et c'est pas à la mairie de s'en occuper. Et on a un peu les mains liées du côté des gens qui décident à l'intérieur. Moi, je souhaite très sincèrement, et avant je t'ai fait une blague en disant Pau c'est mieux que Limoges c'est mieux que Pau. Non. C'est important d'avoir des têtes d'affiche comme ça. C'est important d'avoir des grosses équipes qui ont une histoire dans la Jeep Elite. Et moi, je crois qu'il faut continuer à travailler. Je souhaite encore une fois qu'Éric Barthécheki ait un collectif qui se soude derrière lui et qu'on trouve des solutions du côté de Pau. Parce que ça, par contre, oui, ça me désole. De voir Pau à cette place et ne pouvant pas répondre, ça m'ennuie. Mais il y a des explications à tout. Oui, après... Le coup de gueule, comme je l'ai dit, c'est toujours simple. Bien sûr. Il faut comprendre que c'est dans une dynamique de réaction. C'est peut-être aussi de faire réagir les joueurs, de titiller leur fierté, de leur démontrer quand même que de se prendre 3 pilules de 30 points pour des joueurs professionnels, peu importe le club ou le contexte, c'est déjà inacceptable. Parce que moi, je pars de ce principe, quand on doit mourir à la guerre, on meurt les armes à la main. Et moins 30, ce n'est pas les armes à la main. Moins 30, c'est capitulation totale. Je suis d'accord. Mais moi, je suis persuadé que ces joueurs que nous avons vus pour l'instant, et quand je parle de Diva, je ne parlais pas forcément d'eux, je parle des joueurs de l'ère moderne, j'allais dire. Je suis persuadé que ce groupe va se rassembler derrière un Jérémy Leloup, je l'espère, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a justement cette capacité de rassembler et qui vont savoir réagir. C'est maintenant, de toute façon. Ils n'ont plus trop le choix, parce que 11 défaites de suite, ou plus peut-être même. Non, c'est 11 défaites. 11 défaites de suite. Ben voilà, c'est pas inadmissible, ils vont revenir dans la course. 87 points encaissés par match. On n'est pas du tout dans les clous, je suis d'accord. Ouais, la dernière victoire qui remonte à la fin octobre pour l'équipe de Pau. L'hémorragie va devoir se stopper. On va rester avec Fred et un coup de gueule sur ce qui a fait un petit peu le feuilleton de ce mois de janvier. L'épisode Halilovic-Touré. On rappelle ce coup de sang de Touré vers Halilovic, cette fracture aussi de la mâchoire pour le joueur. Oui, alors c'est très difficile. Alors déjà pour les Mets, c'est très difficile parce qu'ils avaient un Assem Mareil qu'ils ont coupé avant parce que justement Halilovic revenait bien et qu'ils se sont dit en termes de masse salariale, on en parlait tout à l'heure, ça peut être compliqué de garder les deux. Après, je regrette forcément que ce joueur soit parti. Mais moi, c'est la réaction de Touré. Ouais. La réaction de Touré. Alors il l'explique en disant Halilovic m'a donné plein de coups. Mais j'en suis persuadé qu'il a raison. Je suis persuadé qu'Halilovic a tout fait pour le faire sortir de son match. Et il a bien fait. Parce que s'il est si friable mentalement, c'est pas au basket qu'il doit jouer. Il devrait faire de la danse, il n'aura pas de contact et personne ne l'embêtera. Il est dans la raquette, quoi. Donc à un moment, il va avoir des coups, c'est ça le basket, et il doit apprendre à se maîtriser. Il est apparemment très fort physiquement parce qu'il a réussi à péter une mâchoire sur un coup de poing, mais mentalement, apparemment, il me semble très friable et on n'est pas loin du pénal sur ça. Dans son discours aussi à Touré, il parlait d'avoir subi des attouchements de parties génitales. Oui, et c'est juste les mots. Et donc, ce serait la première fois que ça arrive ? Non, mais... Non, je ne dis pas que c'est... Encore une fois, je ne dis rien. Si c'est ce qui est arrivé, et encore une fois, on n'a pas de preuves, c'est uniquement la parole. Les seules preuves qu'on ait, c'est le coup de poing qu'on a vu. C'est ça. Mais si il a raison, Touré, je comprends que ça l'énerve, mais sois un garçon intelligent. Maîtrise tes nerfs, ça ne sert à rien de s'énerver. Ne va pas péter une mâchoire à un mec. C'est un père de famille, il est passé sur le billard, les gars. Ça vous arrive, Fred Non, vous arrive jamais? Mais au-delà de ça, mais j'ai déjà pris un coup de poing. Parce que moi, j'avais tendance à agacer les mecs aussi. Un coup de poing. Mais le mec, il m'a donné un coup de poing plus par principe, parce que je l'avais énervé, il m'a donné un coup de poing. Mais pas dans l'intention de me péter la mâchoire, quoi. Non, mais Fred, au-delà de ça, y a des joueurs... alors, on est sur un plateau, on est des anciens joueurs, on va se dire les choses. Il y en a qui mettaient les doigts dans le cul, il y en a qui attrapent... mais parfois, c'était pas sur le terrain, ça, par contre. Ça, je ne sais pas, par contre. Mais je veux dire, il y a des joueurs vicieux comme ça. On peut parler sûr. des joueurs du bloc de l'Est. Les Serbes sont les spécialistes de la matière, d'attraper les coucouilles une fois de temps en temps. Les Grecs ne sont pas les moins bien lotis quand il est question d'utiliser du vice. Donc, à un moment donné, ça fait partie intégrante du sport et de cette discipline qu'est le basketball. Donc, Touré, c'est pas la première fois qu'il se fait chicoter sur un terrain, qu'il a reçu des coups, il a mis des coups. C'est un joueur intérieur. Nous, les extérieurs, on s'accroche, on s'agrippe, on se griffe, on arrache les maillots. À un moment donné, c'est loyal ou déloyal, mais ça fait partie du jeu. La manière de se faire justice aussi doit être gérée, analysée par rapport au rythme du jeu. Il y a toujours des opportunités de se faire justice. Fred, tu peux me confirmer. Bien sûr. Au rebond, pam, le coup dans les côtes, piétiner un pied, mettre le coup, avoir le ballon. Quoi. Voilà, peut-être que quelque part, c'est de démontrer à l'autre... Oui, mais en termes d'image, alors encore une fois, termes d'image par rapport aux jeunes qui nous regardent, le coup mesquin, ce que tu appelles mesquin, au moins, l'avantage, c'est qu'on ne le voit pas.
Sauf que là, qu'est-ce que tu vas expliquer aux jeunes en disant le mec t'énerve, faut lui une patate? Exactement. Et puis surtout, Bah non, c'est pas ça. tu peux détruire la saison d'un joueur. Son intégrité physique, c'est une chose, mais en plus, lui gâcher complètement sa saison, sachant que c'est sa manière à lui de pouvoir gagner sa vie et protéger sa famille. Tu peux gâcher sa vie, Exactement. tu peux gâcher sa carrière. Le mec, tu sais qu'Alilovic, là, il est en train de manger avec une paille. Hein. Ouais. Surtout qu'il sortait d'une très belle saison avec Orléans. Il y avait des ambitions. Un coup dans la tempe peut coûter la vie d'un homme. Exactement. Juste bien placé, même pas besoin d'être le plus puissant. Un coup bien placé peut terrasser un homme. Donc, moi, ce qui me pose vraiment problème par rapport à ça, c'est la justification derrière. Oui, mais je me suis fait attraper les coucougnettes, et puis pas qu'une fois. Oui, à un moment donné, soyons des hommes. Il y a une manière de se faire justice. Là, c'est simplement qu'il a un fusible qui a lâché. Et moi, ce qui me dérange dans tout ça, Fred, c'est la sanction. Il prend 10 matchs. Ça, c'est évident. C'était la deuxième partie. Donc, j'aimerais que tu en parles. Non, mais moi, je trouve ça scandaleux. Pour moi, allez, tu rentres chez toi, c'est fini. Tu finis, bien sûr. D'accord. Fin de saison. Il n'y a même pas de discussion, c'est fin de saison. Au minimum, c'est scandaleux, là. Évaluation du temps d'indisponibilité d'Alilovic, et c'est cela plus 10 matchs. Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord, parce que, encore une fois, en termes d'image, c'est catastrophique par rapport aux jeunes. On est en train de dire qu'on progresse sur l'image, sur la visibilité, etc. Tout le monde a pu voir ce match. Donc quelqu'un qui suit Rohan ou quelqu'un qui suit les Mets a vu un mec sur un terrain de basket foutre une patate, je suis désolé, je n'ai pas d'autre appellation, à un autre mec. Il y aura 3 mois. On est où? 3 mois d'indisponibilité au maximum, au minimum, pardon, pour... Et la saison des Mets, pas entachée par ça aussi? Et sachant que 10 matchs dans un calendrier où on joue 2 fois par semaine, c'est un mois. Donc c'est vraiment dérangeant et c'était le coup de gueule que j'avais choisi initialement avant de pouvoir. Il fallait être un tout petit peu plus rapide. Tout à fait. Et moi j'en ai un, les amis. Mon coup de gueule, je sais que ça ne vous intéresse pas forcément mes avis, mais j'en ai un. Et mon donc, coup de gueule, j'en étais sûr. Le public, évidemment, on parle du huis clos, on en a beaucoup parlé avec Alain Béral. On n'en peut plus, tout simplement, des matchs sans public. Pour avoir commenté un match pour ma première du côté de Beaublanc, j'avais hâte de découvrir ces atmosphères, ces ambiances. Et bien, ce sera pour une prochaine fois avec notamment ce match du côté de Limoges et puis tous ces matchs-là. On avait eu le plaisir, là, vous avez les images des tout premiers matchs qu'on avait diffusés sur Sport en France du côté de Reims avec Angelo et même du côté de Chalon avec Fred, avec une jauge limitée pour le public. Ça nous manque énormément. Bien sûr, ça nous manque énormément. Puis surtout, comme le disait M. Béral, et on a pu en témoigner, Fred, c'est pour le public, l'interaction avec le public, les émotions qu'on peut créer sur un terrain et que ça nous procure en tant que joueur aussi. Le public fait partie intégrante de cette culture du sport. D'ailleurs, gros coup de chapeau aux joueurs, parce que pendant une période, ça a été difficile, on a vu que le niveau avait baissé pendant une période, et parce que justement, tu n'as pas cette interaction. Là, tout le monde est revenu bien, tout le monde joue au basket, tout le monde fait abstraction de ça, et coup de chapeau, parce que moi, j'ai jamais eu, j'allais dire, la gêne, ou même c'est même pire, c'est scandaleux quasiment de ne pas jouer devant un public. Et j'ai jamais connu ça, donc j'imagine que ça doit être très très difficile à vivre. Et eux, c'est tous les matchs. Ouais, c'est la dynamique d'un match d'entraînement exactement. Tous les week-ends. Le vieux scrimmage où on se tape dans la main quasiment, voilà. Donc c'est très compliqué à jouer. Donc félicitations aux joueurs, aux coachs et à tous les dirigeants parce que c'est pas évident. Avec ses besoins aussi pour certains joueurs qui sont spectaculaires et qui se nourrissent aussi de ces ambiances. Je pense à Isaiah Cordigné, je pense à Brian T. Weber. Ces joueurs un peu fantasques qui font Pourquoi quand vous parlez de spectaculaire, vous regardez Angelo? Il est taquin, le Fred, il est taquin. Mais... Parce que vous venez de parler, j'enchaînais sur Angelo pour le guider. Imaginons le dunk de Cordigné qui nous a fait nous sauter de notre siège contre Dijon. Contre Dijon. Imaginons à Nanterre là. Voilà, un palais des sports plein, sachant en plus le fanatisme des fans nantériens. Imaginez l'ambiance du chaudron du Portel, Beaublanc-Limoges. À un moment donné, c'est juste une tristesse. Beaublanc, c'est une tristesse, effectivement, au Portel, à Chalon-sur-Saône aussi, où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de, Monaco, ça ne leur change pas beaucoup. Mais... Non, c'est dur parce qu'il y a du pour et d'un Monaco. Mais toutes les équipes, vraiment, et tous les stades sont remplis, toutes les salles sont remplies, et il y a des vrais supporters. Donc on pense à eux aussi. Ouais, vous nous manquez, cher public. Juste avant de se quitter, on voulait revoir une action. On a vu les skills de Brian T. Weber, le poster de Isaiah Cordigné. Moi, j'ai choisi le game winner de Danilo Andouzic. J'étais du côté de Levallois, la victoire de la JL Bourg.
La victoire de la JL Bourg face au Metz avec un gros tir du Serbe Danilo Anduzic. C'est déjà la fin de cette émission. Je vais vous remercier, messieurs, autour de la table. Je regarde Merci Fred. à vous. Merci Fred. Merci, ça fait un plaisir. Merci Angelo. Merci à toi Fred. Merci Angelo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour toujours un peu plus de basket français sur Sport en France. Ciao.